Écoutez une histoire complète tirée du livre numéro 10, Histoire à faire peur. Un sépulcre climatisé. Il existe des crimes pires que des assassinats, dit le petit homme en costume gris. Et il existe des châtiments pires que la chaise électrique. Je ne sais pas pourquoi les gens s'adressent toujours à moi pour me raconter leurs histoires, que ce soit dans les bars, dans les trains ou dans les restaurants. En tout cas, c'est comme ça. Ce petit homme avait l'air plutôt réservé et il ne paraissait pas appartenir à cette catégorie des gens qui engagent la conversation avec des inconnus. Sa moustache grise cachait une bouche sans énergie et son regard de myope était difficile à saisir derrière les verres épais. Il était au bar et je n'avais parlé à personne. Je n'avais ouvert la bouche que pour commander une bière lorsque, à la télévision, on se mit à discuter sur la peine de mort. Alors, un consommateur prit la parole pour déclarer que la peine de mort était indigne de notre civilisation. La civilisation, demanda le petit homme tandis que le barman tirait ma bière à la pression, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mythe soigneusement entretenu. Nous sommes des sauvages vivant dans des cavernes confortables. Devant certaines provocations, l'homme primitif ressuscite. Il but une gorgée de whisky sec et poursuivit. Prenez Morton, par exemple. Bien entendu, ce n'est pas son vrai nom. Morton était le prototype de l'homme civilisé. Il était sensible à la musique et à tous les arts. Il était généreux et charitable. Respectueux des lois, il n'avait jamais fait de tort à personne. Anglo-saxon, il était long à s'émouvoir, mais il était passionné de justice, tout au moins le croyait-il, et il adorait sa fille Lucie. Et puis un jour, Lucie se noya. D'abord, il fut hébété de douleur. Ensuite, il apprit qu'un homme était responsable de ce suicide et sa douleur se changea en une haine telle, qu'il n'aurait jamais cru pouvoir éprouver un sentiment aussi viol. Cet homme s'appelait Davis. C'était un athlète accompli, joueur de football, coureur à pied, excellent nageur. Il mesurait 1,80 m et avait la vitalité d'un chat sauvage. Rien de surprenant à ce que Lucie en fût tombée amoureuse. Elle l'avait rencontré à l'université. Elle était étudiante de première année tandis qu'il terminait ses cours et c'était à cause de lui qu'elle s'était suicidée. Cette haine ne laissa plus à Morton un moment de répit. Il s'efforça, honnêtement, de se conduire comme un homme civilisé, de se persuader que ce que Davis avait fait, beaucoup l'avaient fait avant lui, quand il découvrit qu'une autre étudiante que Davis avait fréquentée s'était aussi donné la mort en s'empoisonnant. Alors, Morton décida de se substituer à la loi, c'est lui qui devait châtier Davis. S'il avait été d'origine latine, peut-être Morton aurait-il abattu Davis d'un coup de revolver. Mais c'était un anglo-saxon, sa haine, longue à attiser, devint un incendie que rien ne pouvait plus éteindre. Donc Morton prit tout son temps pour étudier les divers châtiments à infliger à Davis et pour chercher l'endroit où il exécuterait son projet. Il visita beaucoup de villes ayant de trouver ce qu'il cherchait, un studio qui avait été précédemment occupé par un artiste. Il se trouvait au dernier étage d'un grand immeuble et Morton le loua sous un faux nom. Il se fit passer pour un importateur que ses affaires appelaient souvent, à l'étranger. Quelquefois, il restait plusieurs mois absent. Il habitait alors tout simplement chez lui et s'occupait réellement de ses affaires. Il fermait son studio soigneusement à clé, ayant expliqué au gérant et au portier qu'il avait chez lui des objets de grande valeur. Personne n'était autorisé à pénétrer chez lui, aussi longues que fussent ses absences. Rendant un AN, il posa des sceaux sur sa porte pour s'assurer que personne n'avait enfreint ses ordres. Ce ne fut jamais le cas. Dans les immeubles, à loyer élevé, on respecte scrupuleusement la vie privée des locataires, et il faudrait au moins un incendie ou une explosion pour violer leur domicile. Morton avait donc accompli la première partie de son plan, mettre au point un système de sécurité. Ensuite, il fit imprimer du papier à lettres avec un en-tête imaginaire et il écrivit à Davis pour lui proposer une situation intéressante dans une firme imaginaire. Davis était invité à répondre au numéro d'une boîte postale. Davis répondit, l'offre l'intéressait. Morton l'appela au téléphone et lui demanda de venir en voiture, il avait environ 150 km à parcourir, pour le rejoindre dans un restaurant connu qui se trouvait aux abords de la ville où il avait loué le studio. Toujours par téléphone, il le pria de garder secret leur rendez-vous et la proposition qu'il lui avait faite. Davis devait même rapporter la lettre originale, sous prétexte de concurrents dont les intérêts étaient opposés aux siens. C'est une pratique assez courante quand il s'agit de traiter de grosses affaires.
Si Davis avait regimbé, évidemment, Morton aurait dû prendre d'autres dispositions pour l'attirer dans un guet-apens. Ce ne fut pas le cas, qui aurait rechigné devant une proposition aussi avantageuse. Davis était grand, blond et il se dégageait de lui une extraordinaire énergie attractive. Assis modestement à sa table, Morton vit les femmes le suivre du regard quand il traversa le restaurant, d'un pas allègre. Morton le connaissait grâce aux photos qu'il avait découvertes dans l'émouvant trésor de Lucie. Mais Davis ne savait pas du tout à quoi pouvait ressembler le père de Lucie. Morton se présenta. Ils burent un verre ensemble et un quart d'heure plus tard, ils prirent place dans la voiture de Davis pour regagner la ville. Ils se garèrent à proximité de l'immeuble où Morton avait son studio, puis continuèrent à pied. Il était assez tard et l'entrée était déserte. Tous les immeubles de luxe ont aujourd'hui un ascenseur automatique. Ils montèrent directement au studio sans rencontrer âme qui vive. Morton, qui jusqu'alors avait été assez tendu, se relaxa. Il plaisanta en préparant quelques boissons. Davis était véritablement un magnifique animal, il avala 3 scotch avant que la drogue que Morton y avait versée fît son effet. Au moment où Davis commença à s'apercevoir que, ça ne tournait pas rond, la situation devint un peu gênante mais il sombra dans le sommeil avant que ses soupçons prissent corps. Il est surprenant de constater combien un homme bien habillé utilisant un langage châtié pour vous promettre un brillant emploi peut paraître inoffensif. Lorsque Davis, terrassé par le soporifique, se renversa dans le fauteuil, la tête dodelinant sur le dossier, Morton prit le temps de l'examiner. Même endormi, il émanait de ce garçon un charme irrésistible et, pendant un instant, Morton sentit faiblir sa résolution. Mais il se rappela le dossier sur Davis qu'une agence de détectives privés avait constitué sur sa demande et il sortit de son portefeuille un instantané de Lucie prise à son 16e anniversaire. Sa résolution s'affermit. Davis était grand et lourd. Morton put cependant le hisser le long de l'étroit escalier qui menait à l'atelier. C'était une pièce bizarre. D'abord, elle était ronde. Jadis c'était l'emplacement du réservoir d'eau qui alimentait l'immeuble. Puis on avait construit un réservoir plus important et on avait utilisé cet emplacement pour y aménager un atelier. Il était insonorisé. Morton avait eu l'intention de procéder à cette insonorisation mais le locataire précédent s'en était déjà chargé. Il n'y avait pas de fenêtre, seulement une lucarne avec un verre opaque et qu'on ne pouvait qu'entrouvrir. Il y avait une installation pour l'air conditionné, dans le mur, qui faisait pénétrer l'air frais tandis qu'une hotte de ventilation chassait l'air vicié à l'extérieur. Morton retira les chaussures de Davis, défit sa ceinture et vida ses poches. Il brûla la lettre originale qu'il lui avait envoyée et qu'obligement Davis avait rapportée. Puis il redescendit l'étroit escalier et verrouilla la lourde porte qui seule donnait accès au studio. Il restait encore la voiture de Davis. Elle serait la preuve qu'il était venu dans cette ville. Mais Morton avait tout prévu. Il avait les clés. Il prit le volant et la conduisit dans le parking d'une maison de jeu qui avait très mauvaise réputation. Il était à peu près certain que s'il laissait les clés sur la voiture elle disparaîtrait avant 2 jours. Et il avait raison. Dans une grande ville, il est surprenant de constater combien d'individus sont résolus à se servir des outils qui leur tombent sous la main. Les voleurs de voitures, par exemple. Mais revenons-en à Davis. Il se réveilla. Ses habits étaient froissés, sa tête lui faisait horriblement mal ainsi que sa cheville gauche. Étourdi, il s'assit et regarda autour de lui. Il se trouvait dans une pièce circulaire de 6 mètres de diamètre, agréablement décorée. L'appareil de climatisation bourdonnait. En face du divan sur lequel il se trouvait, l'écran d'un poste de télévision était allumé. On donnait une émission consacrée à la cuisine. La porte était fermée et il était seul dans la pièce. Davis essaya de se lever et il comprit alors pourquoi sa cheville gauche était douloureuse. Un anneau d'acier l'enserrait, relié à une chaîne rivée dans le mur, au pied du divan. Quand il s'en rendit compte, Davis demeura quelques minutes immobile, essayant de réfléchir. Il avait terriblement soif et comme son cerveau devenait progressivement plus lucide, il aperçut, posé sur la table, à 1,50 m environ, un pot en plastique. Il parvint à l'atteindre après 1000 contorsions. Il but à longs traits, près d'1 litre, puis rejeta le pichet sur la table. Sur cette table, il y avait aussi du pain, mais il n'avait pas faim. Il reprit place sur le divan et s'efforça d'y voir clair dans sa situation. Il se rappela nettement la soirée de la veille.
Il était toujours, vraisemblablement, dans l'appartement de Morton. C'était certainement lui qui l'avait drogué et enchaîné. Mais il n'arrivait pas à comprendre pourquoi Morton avait agi de la sorte. Une plaisanterie stupide, sans doute. Il décida qu'il en était ainsi. La chaîne n'était arrivée à sa cheville que pour lui faire peur. Il essaya de s'en débarrasser. Elle était aussi solide qu'une chaîne d'encre. Il examina attentivement l'anneau, le verrou qui le fermait était petit, mais d'une fabrication irréprochable. Davis remonta à l'autre extrémité de la chaîne, un anneau était scellé dans le mur et, quand Davis le secoua, un bruit métallique lui fit comprendre que derrière le plâtre une plaque de fer le retenait. Alors, il examina les maillons un à un, la soudure était invisible et bien qu'ils ne fussent pas particulièrement massifs, ils avaient été fabriqués sans doute avec un acier spécial. En effet, c'était un alliage d'acier suédois capable de résister aux meilleures limes. Davis fouilla fiévreusement dans ses poches pour y trouver une cigarette. Il n'y avait ni cigarette, ni allumette, ni pièce de monnaie, ni billet, ni stylo, ni crayon, ni canif. Avec son canif, peut-être aurait-il pu rompre un chaînon. Mais il savait maintenant qu'il se serait brisé sur ce métal. Il éleva la voix, appela. Morton. Morton. Et il attendit. Sur l'écran de la télévision, une jolie fille était apparue, vêtue d'une robe de nylon blanc, qui disait. Et puis vous ajoutez 3 ufs, bien battus. Seul le sifflement de l'appareil de climatisation répondit à ses appels. Malgré son absence d'imagination, Davis se sentit envahir par la panique. Morton devait être fou, seul un fou pouvait avoir manigancé cette farce. Pourtant il ne lui avait pas fait cet effet. Il se remémora comment il avait reçu la première lettre, comment Morton lui avait demandé de ne pas mentionner sa proposition. L'appel téléphonique, la rencontre au restaurant, l'insistance de Morton pour qu'il ne parlât à personne de leur rendez-vous et pour qu'il rapportât sa lettre. Davis avait respecté loyalement les instructions. Il ne s'en était ouvert qu'à 2 de ses amis de passage, et de façon très évasive. Sa garçonnière était fermée à clé, d'ailleurs on n'y trouverait aucune indication sur ses allées et venues. Il se rendit compte soudain qu'il ne savait rien de Morton. Il ignorait même si Morton était son vrai nom, si la société dont il se disait le propriétaire existait. La vérité s'imposa brutalement à lui, Morton l'avait attiré dans un guet-apens en prenant toutes les précautions pour qu'aucune trace ne subsistât de leur rencontre. Il sauta sur ses pieds et tira désespérément sur sa chaîne une 12aine de fois. Il n'obtint qu'un résultat, la douleur de sa cheville devint plus violente. Il se mit à hurler, à appeler au secours de toutes ses forces jusqu'à ce qu'il n'eût plus de voix, jusqu'à ce qu'épuisé, il se laissa tomber sur le divan. Il n'obtint aucune réponse. Il savait, malgré son hébétude, qu'il était dans un immeuble où il devait y avoir des centaines de locataires, tout au plus à 10 mètres au-dessous de lui il devait y avoir des êtres humains qui ne pouvaient manquer de venir à sa rescousse. Il ignorait encore que personne ne pouvait l'entendre. Le seul monde qui avait accès à cette pièce était celui des ombres qui évoluaient sur l'écran de télévision. Un homme souriant de toutes ses dents venait de faire irruption sur l'écran, qui disait « Mesdames, si vous voulez que votre mari s'asseye à table en poussant un soupir de satisfaction devant les plats que vous lui servez. » C'était le seul lien qui le rattachait au monde terrestre. Pourtant, il ne voulait pas encore admettre l'évidence. Ses hurlements l'avaient épuisé, il s'endormit mais il ne put mesurer le temps de son sommeil. Quand il se réveilla, on jouait aux charades à la télévision. Des cuisinières électriques et des machines à laver récompensaient les gagnantes qui acceptaient leur prix en gloussant de plaisir. De nouveau il avait soif et se leva pour atteindre le pichet. Mais celui-ci s'était renversé quand il l'avait jeté par terre. Il découvrit un tube en caoutchouc relié à un réservoir, à quelques mètres de lui. Grâce à un dispositif ingénieux, 1 ou 2 gouttes d'eau s'écoulaient toutes les minutes. Elles étaient tombées sur la table puisque le pichet n'avait pas été remis à sa place. Il ne pouvait plus l'atteindre, le pot avait roulé hors de sa portée. Quand il s'en aperçut, sa soif redoubla et la panique lui fit perdre tout sang-froid. Il se contorsionna, étira son corps, ses bras et ne parvint qu'à effleurer le récipient du bout de ses doigts sans pouvoir le saisir. Au contraire, il le repoussa. Il finit par comprendre l'incohérence de ses efforts et se ressaisit. Il se pencha en avant, la chaîne qui retenait sa cheville l'empêchait de tomber, il étendit les bras, mais ne parvint qu'à frôler le récipient. Il haletait à regarder tomber et se perdre l'eau sur la surface de la table polie.
Il passa la langue sur ses lèvres desséchées mais se retint de crier. Il finit par découvrir le moyen de récupérer le pichet, il enleva sa veste et la jeta en la retenant par la manche. Elle le recouvrit et il tira l'objet vers lui comme s'il l'eût capturé avec un filet, il ne restait plus qu'à le remettre sur la table et attendre que le pichet s'emplit. Il s'aperçut qu'au cours de cette opération un papier était tombé de sa poche, c'était une note tapée à la machine. Voici ce qu'il lut. Navré d'avoir été obligé de me sauver, mon vieux, mais faites comme chez vous jusqu'à mon retour. Je vous ai donné la meilleure chambre en vous laissant de l'eau et de la nourriture pour quelque temps. Il est possible que je sois absent plusieurs jours, peut-être davantage. Arrangez-vous confortablement jusqu'à mon retour, Morton. Davis mit plusieurs minutes avant de comprendre la signification de ce texte. Morton serait absent pendant plusieurs jours. Cela voulait-il dire que cette plaisanterie absurde allait se prolonger pendant tout ce temps-là? Qu'il allait rester enchaîné comme un animal jusqu'au retour de Morton? Il recommença à hurler. Il se fatigua plus vite et conclut que dans la journée, les locataires devaient être à leur travail. Il reprendrait ses appels le soir, au moment où ils rentreraient chez eux. Alors, on l'entendrait. Cette hypothèse lui laissa quelques répits, ce qui lui permit d'évaluer sa situation. La chaîne ne pouvait être brisée, ce point était acquis, bien qu'il ne renonçât pas à d'autres tentatives. L'eau tombait avec une lenteur hallucinante, mais régulièrement. Sur la table, à portée de sa main, il y avait des baguettes de pain enveloppées dans du parchemin. Il les compta, il y en avait 30. Alors, une idée terrible fulgura dans son cerveau, du pain, de l'eau. Une baguette de pain par jour? Dieu du ciel! Est-ce que Morton avait l'intention de le laisser enchaîner pendant 30 jours? Pendant un mois entier? Au pain sec et à l'eau? Non, ce n'était pas possible. Morton voulait l'effrayer. Morton allait revenir et le délivrer. Ils prendraient un verre ensemble et riraient ensemble de la plaisanterie. C'était une épreuve à laquelle Morton avait décidé de le soumettre pour juger de son courage et de son endurance. Cette hypothèse le soutint quelque temps, peut-être une heure. Il n'avait qu'un moyen de mesurer le temps, c'était de regarder la télévision. Il connaissait l'horaire des programmes. Un nouveau jeu avait succédé au précédent, des candidates devaient choisir l'une des boîtes rangées devant elles. Une femme y trouva un trognon de choux et hurla de dépit. Une autre trouva un chèque de $1000 et un bon pour un manteau de fourrure, elle hurla de joie. Une troisième un chèque de $5000, elle s'évanouit. Davis regarda le pichet en plastique. Un peu d'eau s'y était accumulée. Assez pour s'humecter la gorge. Il ne résista pas, l'avala et replaça le pichet avec le plus grand soin. Plus tard il essaya de manger quelques bouchées de pain. Mais sa bouche était sèche et il n'avait pas faim. Alors il resta assis, sans bouger. L'appareil d'air conditionné sifflait, la télévision roucoulait, craquelait, exhortait, l'eau s'égouttait, toujours aussi lentement. Le soir, les effets du soporifique s'étaient complètement dissipés. Le sang battait à ses tempes mais il avait la tête claire. Sa soif était ardente mais il n'y avait guère plus d'un quart de litre d'eau dans le pichet. Il rompit une baguette de pain, s'obligea à en avaler 2 bouchées, puis y renonça. Il but d'un trait tout ce qu'il y avait d'eau, et sa soif ne fut pas apaisée. Il était 7 heures, les actualités passaient sur l'écran. Il ne prêta aucune attention aux nouvelles. Quand elles furent terminées, un homme souriant apparut. Pour vanter les mérites d'une nouvelle cigarette à double filtre. Les locataires devaient avoir réintégré leur domicile et il se mit à hurler. Au secours! Au secours! Pendant un quart d'heure, il renouvela son appel toutes les minutes puis s'allongea sur le divan et attendit. Personne ne vint. Il n'y avait pour rompre le silence que l'inepte bavardage de la télévision. Un programme de western venait de commencer. Il y avait aussi, très lointain, le murmure assagi de la ville qui filtrait par la lucarne entrebâillée. Il avait compris que la pièce était insonorisée. Des hommes vivaient bien à 10 ou 15 mètres au-dessous de lui, mais aucun ne pourrait entendre ses appels. Il regarda autour de lui dans l'espoir de découvrir un objet assez robuste et assez sonore pour être entendu. Ses chaussures avaient disparu. Il essaya ses poings, mais ils ne produisirent qu'un son étouffé. Il pensa au divan. S'il parvenait à le démolir, il en utiliserait les morceaux pour frapper le parquet et les murs. Mais il était vissé au sol et il ne put le bouger malgré sa force. Et le matelas était en caoutchouc.
Elle, il n'y avait rien d'autre à portée de sa main. Mais la table. Son cœur battit d'espoir. Il pouvait l'atteindre. Il prit le pichet, but les quelques gouttes d'eau et le déposa soigneusement par terre. Ensuite il tenta d'attirer la table. La table aussi était vissée au sol. Une si amère déception l'envahit qu'il eut la bouche pleine de fiel. Il se laissa retomber sur le divan sans penser à remettre le pichet à sa place. Quand il s'en aperçut, il avait perdu 1 heure. Il n'avait donc aucun objet qu'il pût utiliser comme outil. La lucarne était trop éloignée et à peine entr'ouverte, il n'aurait pas pu l'atteindre même s'il avait disposé d'un objet qu'il aurait pu jeter. Ayant fait l'inventaire de la pièce, il devint évident pour Davis que Morton avait pensé à tout. Alors, la peur prit dans ses sentiments la place de la surprise et de la colère. Quelles étaient les intentions de Morton? Quand Morton reviendrait-il? Il essaya d'oublier sa peur en regardant la télévision. Les programmes se succédaient, des gens souriants s'agitaient sur l'écran, des gens propres, bien élevés, même quand ils portaient des costumes de cow-boy et qu'ils échangeaient des coups de feu. Mais Davis aurait été bien incapable, à la fin de l'émission, de dire ce qui venait de se passer. La télévision à son tour expira. L'écran devint un rectangle blafard. La pièce ne fut plus éclairée que par un tube incandescent et Davis s'endormit. Pendant son sommeil, l'obturateur d'un Judas glissa silencieusement. Morton regarda puis se retira subrepticement. Davis dormit longtemps et il se réveilla assoiffé et affamé. Sa jambe le faisait souffrir. Il fut quelque temps avant de reprendre conscience de la réalité. Puis la mémoire lui revint et il s'assit. Rien n'avait changé sinon le niveau d'eau qui avait monté dans le pichet de plastique. Sur l'écran du poste, une femme à la mâchoire proéminente bavardait avec un homme vêtu de tweed qui avait écrit un roman. Davis tendit la main vers le pichet mais suspendit son geste. Il devait d'abord manger du pain. 5 ou 6 morceaux. Puis il n'avala que la moitié de sa ration d'eau, environ 1 litre par jour, avait-il calculé. Il regarda attentivement le réservoir. Il évalua son contenu à 30 litres. 30 litres d'eau, 30 baguettes de pain. 30 jours. Dieu! Cela voulait-il dire que Morton ne reviendrait que dans 30 jours? Ou cela voulait-il dire? Davis se mit à hurler pendant 1 demi-heure. Il ne se tut que lorsqu'il n'eut plus de voix. Personne ne vint. Le soir, il fit de nouveau retentir l'air de ses clameurs. Cette fois encore, personne ne vint. Personne ne vint non plus le lendemain, ni le surlendemain, ni les jours qui suivirent. Davis dut comprendre que personne ne viendrait jamais dans ce donjon climatisé qui surmontait un immeuble de grand luxe où il était enchaîné. Astérisque, astérisque, astérisque. Le petit homme vêtu de gris consulta l'heure à son poignet puis se leva. « J'ai un avion à prendre, dit-il. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé. » « Attendez, dis-je. Qu'est-ce qui est arrivé ensuite? » Il hocha évasivement la tête. « Je suis incapable de vous le dire. Je suppose qu'au bout de 30 jours l'eau s'est tarie et la provision de pain s'est épuisée. » Puis, il haussa les épaules. « Mais, comment sais-je, et je m'arrêtai. Personne n'a pénétré dans la pièce depuis 2 ans, dit l'homme en gris, les factures sont réglées sans retard par un homme d'affaires. Le portier et l'agent de location reçoivent chaque année leurs étrennes par le même canal. Il pense que Morton est en Europe et qu'il y séjournera plusieurs années. De quoi s'inquiéterait-il? Le loyer est réglé régulièrement. Bien sûr, un de ces jours, on finira par pénétrer dans l'appartement. Mais il peut encore se passer bien des années avant que Morton décide de ne plus payer son terme. Il me regarda du coin de l'œil. Il serait intéressant de savoir ce que feront les hommes qui les premiers entreront dans le studio, dit-il en se dirigeant vers la porte. Je ne pense pas qu'ils puissent découvrir l'identité de Morton, pas plus que celle de Davis, d'ailleurs. Il me sourit et sortit. Je le suivis stupidement des yeux puis me précipitai dans la rue pour le rattraper. Mais il avait disparu parmi la foule. Je levai les yeux sur les buildings qui m'entouraient. Dans beaucoup d'immeubles, il y avait des ateliers. C'était une grande ville et on pouvait en 2 heures d'avion arriver dans 8 autres grandes villes. Je retournai au bar pour interroger le barman. Connaissait-il le petit homme auquel j'avais parlé? Non, personne ne le connaissait. Un étranger que l'on n'avait jamais vu ici auparavant. Fin de l'histoire. Retrouvez le roman complet en audio MP3 sur
Hitchcock présente.jimdofree.com